Les troupes allemandes paralysent les avions français et abattent les bombardiers, le moment qui a changé le cours de la guerre. Par une froide matinée de septembre 1940, le ciel de la France occupée fut le théâtre de l'un des affrontements aériens les plus dévastateurs et décisifs de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui avait commencé comme une opération de bombardement allemande de routine se transforma rapidement en cauchemar stratégique, laissant les troupes de la Wehrmacht complètement paralysées et remettant en question leur prétendue supériorité aérienne. L'armée de l'air française, opérant dans des conditions extrêmement difficiles et avec des ressources limitées, réussit l'une des manœuvres les plus brillantes et inattendues de la guerre, abattant une formation entière de bombardiers allemands Heinkel et K-11, une démonstration éclatante de courage, de stratégie et de talent de pilote. Cet événement extraordinaire a non seulement représenté une victoire tactique significative pour la résistance française, mais a également marqué un tournant psychologique crucial dans la campagne européenne. Les troupes allemandes, qui jusque-là avaient opéré avec une confiance quasi absolue en leur supériorité technologique et stratégique, ont dû affronter la réalité, leur vulnérabilité face à des contre-attaques bien coordonnées et exécutées avec une précision chirurgicale. L'impact de cette confrontation s'est étendu bien au-delà du champ de bataille immédiat, se répercutant dans les rangs allemands et créant un climat d'incertitude et de prudence jusque-là inconnu. L'opération française fut minutieusement planifiée pendant des semaines, s'appuyant sur des renseignements détaillés sur les trajectoires de vol allemandes et exploitant une fenêtre d'opportunité extrêmement étroite. Les pilotes français, aux commandes de chasseurs de Watine D520 et de Morane-Saulnier MS-11 406 modifiés, firent preuve non seulement d'un courage exceptionnel, mais aussi d'une compréhension tactique sophistiquée qui surprit complètement le commandement allemand. L'effet de surprise fut crucial pour le succès de la mission. Les avions français surgirent des nuages bas lors d'une attaque coordonnée qui prit la formation allemande complètement au dépourvu. Si ces histoires incroyables de la Seconde Guerre mondiale vous fascinent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Aimez-la pour nous aider à continuer à vous proposer ces récits historiques fascinants. Petit conseil. Cliquez sur le bouton i-part pour soutenir notre travail et être sûr de recevoir toutes les actualités sur les épisodes les plus marquants de la guerre. La stratégie française de contre-attaque aérienne. La préparation de cette opération audacieuse commença bien avant la confrontation elle-même, les commandants de la résistance française élaborant une stratégie complexe, fondée sur des mois d'observation méticuleuse des plans de vol allemands. Les P-D-7, service de renseignement français, avait identifié un itinéraire précis, régulièrement emprunté par les bombardiers allemands, qui volaient en formation prévisible lors de leurs missions de reconnaissance et de bombardement au-dessus des positions françaises stratégiques. Cette prévisibilité allait s'avérer fatale pour les forces allemandes, qui sous-estimèrent gravement l'organisation et la réactivité de l'aviation française restante. Le colonel Henri Dubois, commandant de l'opération, réunit secrètement un groupe d'élite, composé des pilotes les plus expérimentés, dont beaucoup étaient des vétérans de la première campagne de 1940, ayant réussi à échapper à la capture allemande. Ces hommes courageux opérèrent depuis une base secrète, installée dans une ferme abandonnée près de Lyon, où des mécaniciens dévoués travaillaient sans relâche pour maintenir les avions en état de vol malgré une pénurie critique de pièces détachées et de carburant. La logistique de l'opération était extrêmement complexe, exigeant une coordination précise entre de multiples cellules de résistance et des communications via des réseaux clandestins dont chaque transmission risquait d'être démasquée. Le timing était crucial pour le succès de la mission. Les Français avaient constaté que les Allemands effectuaient des bombardements chaque mardi matin, suivant un itinéraire qui les conduisait au-dessus d'une zone spécifique où la couverture nuageuse était historiquement favorable aux embuscades aériennes. Pendant 3 semaines consécutives, les observateurs français ont méticuleusement cartographié les horaires, les altitudes et les formations des Allemands, établissant un profil détaillé permettant une frappe chirurgicale. La patience et la discipline démontrées durant cette phase de préparation ont été cruciales pour garantir qu'au moment de l'action, chaque pilote français sache exactement où se placer et quoi faire. Les avions français étaient soigneusement positionnés à différentes altitudes, créant des strates d'attaque garantissant une efficacité maximale, même si certains appareils étaient détectés prématurément.
Cette tactique d'attaque multicouche était innovante pour l'époque et démontrait un niveau de sophistication tactique que les Allemands n'attendaient pas d'une force aérienne qu'ils considéraient comme quasiment détruite. La coordination entre les pilotes était intensivement pratiquée grâce à des simulations au sol, les vols d'entraînement étant facilement repérables par la surveillance allemande. Le jour de la confrontation décisive, le matin fatidique du 15 septembre, les conditions météorologiques étaient idéales pour l'opération française. Une épaisse couche nuageuse à 3000 mètres d'altitude offrait une couverture idéale aux chasseurs français pour se positionner sans être détectés par les systèmes d'observation allemands. À 9h30, exactement comme prévu par les services de renseignement français, une formation de 12 bombardiers, Heinkel Heu 111, apparut à l'horizon, escorté par seulement 4 chasseurs Messerschmitt Bf 109. Une escorte qui se révéla tragiquement insuffisante pour l'embuscade qui allait se dérouler. Le premier contact visuel fut signalé par le lieutenant Pierre Moreau, posté dans la couche nuageuse supérieure, qui transmit immédiatement confirmation par signaux radio codés aux autres appareils français. L'heure de vérité était arrivée, et chaque pilote français savait que le succès de la mission dépendrait non seulement de son courage individuel, mais aussi de la parfaite exécution d'une chorégraphie aérienne répétée depuis des semaines. La tension dans les cockpits était palpable, mais on y sentait aussi une détermination de fer, nourrie par des mois d'occupation et d'humiliation nationale. L'attaque débuta simultanément de 3 directions différentes, les chasseurs français émergeant des nuages tels des fantômes mortels. La surprise fut telle que les premiers bombardiers allemands furent touchés avant même que leurs artilleurs puissent réagir. Le lieutenant Moreau porta une série de tirs dévastateurs et précis qui mirent le feu au moteur droit du bombardier de tête, tandis que le capitaine Jean Lefebvre attaquait par l'arrière, causant des dommages critiques au système de contrôle d'un autre Heinkel. La précision des attaques françaises était impressionnante, démontrant non seulement l'habileté exceptionnelle des pilotes, mais aussi l'efficacité de mois de préparation méticuleuse. Les chasseurs d'escorte allemands tentèrent désespérément de se réorganiser pour protéger les bombardiers, mais furent rapidement dépassés en nombre et en puissance de feu par les Français, qui avaient anticipé cette riposte. En moins de 10 minutes de combats intenses, 7 des 12 bombardiers allemands furent abattus ou gravement endommagés, tandis que 2 des chasseurs d'escorte furent également détruits. Les bombardiers restants, réalisant l'inutilité de poursuivre la mission, abandonnèrent leur charge au-dessus d'un terrain non stratégique et entamèrent une retraite chaotique qui ressemblait davantage à une fuite désespérée qu'à une manœuvre militaire organisée. La paralysie des troupes allemandes. La nouvelle de la catastrophe aérienne se répandit rapidement dans les communications militaires allemandes, provoquant une onde de choc depuis les avant-postes jusqu'au haut commandement à Berlin. Les troupes allemandes stationnées en France, qui opéraient avec un sentiment d'invulnérabilité depuis le début de l'occupation, furent contraintes d'affronter une réalité inquiétante. La résistance française non seulement existait, mais possédait la capacité d'infliger des pertes considérables, même contre la machine de guerre prétendument la plus perfectionnée du monde. Cette révélation eut un impact psychologique dévastateur, se manifestant par une prudence excessive et une paralysie opérationnelle dans de nombreux secteurs. Le général Heinrich von Stülpnagel, commandant militaire de la France occupée, ordonna immédiatement une révision complète de tous les protocoles de sécurité aérienne, annulant temporairement toutes les opérations de bombardement non essentielles jusqu'à la mise en œuvre de mesures de protection supplémentaires. Cette décision, bien que prudente sur le plan tactique, eut d'importantes répercussions stratégiques, retardant les opérations prévues et obligeant au redéploiement des ressources nécessaires sur d'autres fronts. La confiance allemande en sa supériorité technologique et tactique avait subi un coup dur dont elle allait difficilement se remettre complètement. Les rapports de terrain indiquaient que les soldats allemands ordinaires montraient des signes évidents de nervosité et d'anxiété, regardant constamment vers le ciel et réagissant de manière excessive au moindre bruit de moteur d'avion. Cette paranoïa collective affecta considérablement l'efficacité opérationnelle des unités terrestres qui commencèrent à nécessiter une couverture aérienne supplémentaire pour des opérations auparavant considérées comme routinières. Le moral des troupes, constamment élevé durant les premiers mois de l'occupation, commença à montrer des signes inquiétants de détérioration. L'impact dépassa les considérations tactiques immédiates et affecta également la dynamique politique de l'occupation.
Les commandants allemands furent contraints de reconnaître qu'ils avaient gravement sous-estimé la résistance française, ce qui les conduisit à réévaluer fondamentalement leur stratégie de contrôle territorial. Les ressources auparavant consacrées aux opérations offensives durent être réorientées vers des mesures défensives, créant une mentalité de siège diamétralement opposée à la doctrine allemande de la guerre éclair, si efficace jusque-là. Les conséquences tactiques immédiates. Le succès de l'opération française a immédiatement entraîné une série de changements tactiques dans le comportement des forces allemandes, démontrant comment un seul événement bien mené peut avoir des répercussions bien au-delà de son impact direct. Le commandement allemand a été contraint de mettre en œuvre de nouveaux protocoles de vol exigeant une escorte beaucoup plus importante pour toutes les missions de bombardement, triplant ainsi le nombre de chasseurs nécessaires à la protection de chaque opération aérienne. Ce changement a mobilisé des ressources importantes, pourtant indispensables, sur d'autres théâtres d'opération, créant un effet en cascade qui a affecté l'efficacité militaire allemande sur plusieurs fronts simultanément. La refonte des schémas de vol allemands fut radicale et complète, abandonnant les itinéraires prévisibles mis au point par les Français et mettant en place un système de navigation aléatoire beaucoup plus complexe. Si ce changement a considérablement accru la sécurité des opérations aériennes allemandes, il a également entraîné une augmentation considérable de la consommation de carburant et du temps nécessaire pour accomplir les missions, réduisant ainsi la fréquence et l'efficacité des bombardements. Les pilotes allemands, jusque-là convaincus de leur supériorité, ont été contraints de s'adapter à de nouvelles procédures à la fois plus complexes et plus conservatrices. La réponse allemande comprenait également un renforcement massif de la présence aérienne de chasse dans la région, des escadrilles entières étant transférées d'autres secteurs pour assurer une couverture supplémentaire. Ce redéploiement de moyens aériens créa des vulnérabilités dans d'autres zones, rapidement exploitées par les forces alliées, démontrant ainsi qu'une victoire tactique localisée peut avoir des implications stratégiques bien plus vastes. L'efficacité de ce redéploiement était discutable, car les Français, conscients d'avoir perdu l'élément de surprise, adaptèrent leur tactique pour éviter des confrontations directes inutiles. Le moral des pilotes allemands fut également fortement affecté, nombre d'entre eux signalant une augmentation du stress et de l'anxiété pendant les missions. La confiance absolue qui caractérisait auparavant les opérations aériennes allemandes fit place à une approche prudente qui, bien que prudente, réduisit l'agressivité et l'efficacité des attaques. Les commandants d'escadron firent état de difficultés à maintenir le moral qu'avant l'incident, certains pilotes demandant à être transférés vers d'autres théâtres d'opération où ils se sentaient plus en sécurité et plus confiants. La réponse du haut commandement allemand. La réaction du haut commandement allemand à la catastrophe aérienne fut rapide et multiforme, reflétant à la fois la gravité perçue de la situation et l'urgence de rétablir la confiance dans les opérations militaires en France occupée. Le général Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe, ordonna personnellement une enquête approfondie sur l'incident, comprenant une analyse détaillée de l'échec des services de renseignement allemands à détecter et à empêcher l'embuscade française. Cette enquête révéla des défaillances systématiques des systèmes de reconnaissance et de communication qui avaient permis aux Français d'opérer en toute impunité pendant des semaines de préparation. Les changements mis en œuvre par le haut commandement furent radicaux et complets, incluant une refonte complète de la structure du commandement aérien en France et la mise en place de nouveaux systèmes de renseignement spécifiquement conçus pour détecter les activités de résistance aérienne. De nouveaux protocoles de communication furent établis, exigeant la confirmation en temps réel de la sécurité des trajectoires de vol avant chaque mission, un processus qui, tout en améliorant la sécurité, créait également des retards importants et réduisait la flexibilité opérationnelle. L'impact psychologique sur le haut commandement fut profond, obligeant à une réévaluation fondamentale des hypothèses sur les capacités de la résistance française. Des notes internes indiquaient que les dirigeants allemands étaient particulièrement préoccupés par la possibilité que d'autres cellules de résistance possèdent des capacités similaires, ce qui provoqua une paranoïa généralisée qui affecta la prise de décision à plusieurs niveaux. Cette inquiétude se manifesta par des ordres excessivement prudents qui limitèrent l'initiative des commandants sur le terrain et réduisirent l'efficacité des opérations tactiques. La pression politique était également intense.
Hitler exigeant personnellement des explications sur la façon dont une force aérienne, prétendument détruite, pouvait infliger des pertes aussi importantes. Cette pression entraîna des changements de personnel à plusieurs postes clés, créant une instabilité organisationnelle au moment même où la stabilité était la plus nécessaire. La confiance du Führer dans la Luftwaffe, déjà ébranlée par d'autres revers, subit un coup supplémentaire qui allait avoir des répercussions durables sur le financement et la priorisation des opérations aériennes allemandes. L'impact sur le moral de la résistance française. Le succès retentissant de l'opération aéroportée galvanisa le moral de la résistance française, démontrant qu'il était possible non seulement de survivre à l'occupation allemande, mais aussi d'infliger des défaites importantes à l'envahisseur. La nouvelle de la victoire se répandit rapidement grâce au réseau de communication clandestin, atteignant les cellules de résistance dans toute la France et suscitant une nouvelle vague d'activisme et de sabotage qui surprit les autorités allemandes par son intensité et sa coordination. Cet événement devint un puissant symbole d'espoir et de résistance, démontrant que la France n'avait pas été totalement soumise. Les pilotes français impliqués dans l'opération furent instantanément élevés au rang de héros nationaux au sein de la résistance, leurs exploits étant relayés à maintes reprises par un réseau de communication clandestin qui s'étendait de Paris aux régions rurales les plus reculées. Ces récits, parfois répétés à l'excès, constituèrent une source de motivation essentielle pour ceux qui envisageaient de rejoindre la résistance, démontrant que la lutte contre l'occupation n'était pas vaine et pouvait aboutir à des victoires tangibles et significatives. L'impact psychologique s'est étendu au-delà des cercles de résistance organisés, affectant également la population civile française ayant vécu sous l'occupation, avec un sentiment croissant de désespoir et de résignation. Les témoignages de témoins oculaires de la confrontation aérienne ont largement circulé, de nombreux Français rapportant avoir vu des bombardiers allemands tomber en flammes, une image devenue un puissant symbole de l'invincibilité de l'envahisseur. Ce changement de perception publique a contribué à accroître le soutien populaire à la résistance et à réduire la collaboration avec les autorités d'occupation. Cette victoire eut également d'importantes implications pratiques pour l'organisation de la résistance, démontrant que des opérations bien planifiées et coordonnées pouvaient être menées à bien même dans les conditions les plus difficiles. Ce succès entraîna un afflux de nouveaux membres, ainsi qu'une plus grande volonté des sympathisants civils à fournir un soutien logistique et de renseignement. Ce regain de confiance se manifesta par une série de sabotages et d'attaques coordonnées dans les semaines qui suivirent l'affrontement aérien, obligeant les Allemands à consacrer des ressources supplémentaires à la sécurité intérieure. Les implications stratégiques à long terme. L'affrontement aérien de septembre 1940 eut des répercussions stratégiques bien au-delà de son impact immédiat, influençant fondamentalement la manière dont les Allemands et les Français abordèrent la guerre aérienne pour le reste du conflit. Pour les Allemands, cet événement marqua la fin de leur confiance absolue en leur supériorité aérienne et les força à adopter des tactiques plus conservatrices qui, tout en réduisant les pertes, diminuèrent considérablement l'efficacité des opérations offensives. Ce changement d'état d'esprit eut des répercussions sur les opérations sur de nombreux théâtres, les ressources et l'attention étant détournées vers le renforcement de défenses auparavant jugées inutiles. La nécessité de fournir une escorte beaucoup plus importante aux opérations de bombardement a contraint les Allemands à réduire la fréquence de ces raids, laissant aux cibles stratégiques françaises plus de temps pour se rétablir et fortifier leur défense. Cette réduction de la pression aérienne allemande a eu des conséquences positives non seulement pour la résistance française, mais aussi pour les opérations alliées qui dépendèrent des installations et des ressources basées sur le territoire français. La capacité de bombardement réduite a également affecté la capacité allemande à soutenir ses troupes terrestres par un appui aérien efficace. Le succès français a également incité d'autres nations occupées à développer leur propre capacité de résistance aérienne, ce qui a entraîné une intensification générale des activités de résistance dans toute l'Europe occupée. Cette prolifération des activités de résistance a contraint les Allemands à disperser leurs forces de sécurité sur une zone beaucoup plus vaste, réduisant ainsi leur efficacité en tout lieu. L'impact psychologique de la connaissance de capacités aériennes de la résistance
a également affecté le moral des troupes allemandes dans plusieurs pays occupés. Du point de vue de la stratégie aérienne alliée dans son ensemble, cet événement a démontré l'importance de maintenir des capacités aériennes réparties, même en territoire occupé, influençant ainsi les décisions de soutien aux mouvements de résistance d'autres nations. Les enseignements tirés en matière de coordination, de timing et d'utilisation du renseignement local ont été intégrés aux opérations ultérieures, améliorant considérablement l'efficacité des activités de résistance soutenues par les Alliés. Cette expérience a également démontré que des forces réduites et bien organisées pouvaient avoir un impact disproportionné si elles étaient déployées avec des tactiques appropriées. La technologie et les tactiques de confrontation. L'analyse technique de la confrontation aérienne révèle des informations fascinantes sur les capacités et les limites des appareils impliqués, ainsi que sur l'importance de la tactique sur la simple supériorité technologique. Les chasseurs français Dewitin D520, bien que techniquement inférieurs au Messerschmitt Bf 109 allemand à certains égards, furent utilisés avec une telle efficacité que leurs désavantages techniques furent largement compensés par la supériorité tactique et l'effet de surprise. Cette disparité démontre clairement qu'en guerre aérienne, comme dans d'autres aspects du conflit militaire, la préparation, la coordination et l'exécution peuvent primer sur la supériorité technologique. Les bombardiers Heinkel AE-111, bien que robustes et performants, se révélèrent extrêmement vulnérables face aux attaques de chasseurs déterminés qui parvinrent à déjouer leur défense. La formation de vol allemande, conçue principalement pour maximiser l'efficacité des bombardements, se révéla incapable de repousser une attaque coordonnée venant de plusieurs directions. Cette vulnérabilité avait été identifiée par les planificateurs français au cours de leur semaine d'observation, démontrant l'importance cruciale d'un renseignement détaillé pour préparer des opérations militaires efficaces. La coordination des communications lors de l'attaque française fut particulièrement impressionnante, compte tenu des limitations technologiques de l'époque et de la nécessité d'un secret absolu jusqu'au moment de l'attaque. Les pilotes français utilisèrent un système de signaux codés spécialement développés pour cette opération, permettant une coordination en temps réel sans révéler leurs intentions aux Allemands. Cette innovation tactique témoigne de la créativité et de l'adaptabilité des forces de résistance face à des adversaires technologiquement supérieurs. L'utilisation des nuages comme couverture était un autre aspect tactique crucial, démontrant l'importance de la connaissance météorologique locale en guerre aérienne. Les Français avaient méticuleusement étudié les conditions météorologiques de la région, identifiant les conditions spécifiques qui offriraient une couverture idéale à leur opération. Cette attention aux détails environnementaux, combinée à un timing parfait, leur a permis d'obtenir une surprise tactique quasi totale, essentielle au succès de la mission. L'héritage historique de la confrontation. La confrontation aérienne de septembre 1940 occupe une place unique dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, non seulement par son impact militaire immédiat, mais aussi par sa portée symbolique, démontrant qu'une résistance organisée pouvait remporter des victoires significatives face à des forces d'occupation apparemment supérieures. Cet événement est devenu une étude de cas pour les historiens militaires qui s'intéressent à l'impact disproportionné de forces réduites et bien organisées lorsqu'elles sont déployées avec des tactiques appropriées et dans des conditions favorables. Cette opération a démontré les principes de la guerre asymétrique qui resteront pertinents bien après la fin du conflit mondial. La documentation détaillée de l'opération, comprenant les rapports des pilotes des deux camps et les analyses des services de renseignement allemands recueillis après la guerre, offre un aperçu unique de la manière dont des événements apparemment anodins peuvent avoir des conséquences stratégiques majeures. Ces documents révèlent non seulement les aspects techniques et tactiques de la confrontation, mais aussi son profond impact psychologique sur les deux camps, démontrant que la guerre est autant une question de morale et de perception que de capacité militaire brute. Cet événement est également devenu un symbole puissant dans la mémoire collective française de la résistance, représentant un moment où la France occupée a démontré sa capacité et sa détermination à affronter ses occupants. Ce récit a joué un rôle fondamental dans la restauration de la fierté nationale française après la guerre et a largement contribué à la construction d'une identité nationale fondée sur la résistance plutôt que sur la collaboration. Cette histoire continue d'être racontée
comme un exemple du courage et de la détermination des Français. Pour les étudiants en stratégie militaire, cette confrontation offre de précieux enseignements sur l'importance d'une préparation minutieuse, d'une coordination efficace et de la saisie d'opportunités tactiques limitées. Ces enseignements transcendent le contexte spécifique de la Seconde Guerre mondiale et restent pertinents pour les conflits modernes où des forces asymétriques affrontent des adversaires technologiquement supérieurs. L'opération démontre qu'avec une planification adéquate et une exécution précise, des victoires significatives sont possibles, même dans des circonstances apparemment désespérées. Salut tout le monde! Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez suivi cette histoire incroyable sur l'un des moments les plus mémorables de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez pas de laisser un j'aime coquin si vous avez trouvé le contenu intéressant et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires de guerre fascinantes. Activez la cloche pour être le premier à recevoir les notifications. Et regardez, une vidéo super intéressante apparaît à l'écran qui complète parfaitement cette discussion sur les tactiques aériennes de la Seconde Guerre mondiale. Je vous recommande vivement de la regarder, car elle fournit des détails que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Cela montre votre véritable passion pour l'histoire militaire. À bientôt pour la prochaine vidéo avec d'autres épisodes mémorables de la guerre.